Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la variation de vitesse des moteurs asynchrones. Alors voici un moteur asynchrone en photo, vous le connaissez sans doute, il vous est familier. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, ces moteurs sont très répandus. On en trouve partout. Pourquoi sont-ils répandus? Eh bien c'est parce qu'ils sont peu chers et fiables. Et cela pour la même raison, c'est qu'ils sont constitués de très peu de pièces, un rotor en acier, deux roulements, quelques bobinages, un ventilateur et voilà tout. Donc ce qui explique que le taux de panne soit assez faible, parce qu'il est constitué de fort peu de pièces. Il a cependant un inconvénient majeur, ce moteur, c'est qu'il tourne à vitesse fixe. Si l'on fait un zoom sur la plaque à bornes que vous voyez sur le côté du moteur, on observe que ce moteur tourne à la vitesse fixe d'environ 2800 tours minute. On peut rencontrer un autre type de moteur asynchrone qui tourne à une vitesse 2 fois moindre, donc on verrait apparaître sur la plaque signalétique environ 1400 tours, ce qui fait que malheureusement on ne peut l'utiliser que pour certaines applications bien précises, comme des ventilateurs. On s'en moque a priori qui peuvent tourner à 3000 ou 1400 tours, ça convient très bien, mais si on veut par exemple entraîner un tapis roulant à une vitesse moindre, par exemple avec un moteur qui tournerait à 15 tours par minute, on ne dispose pas de 36 solutions. La première et la plus courante, c'est d'utiliser un réducteur, c'est-à-dire on va adjoindre au moteur un jeu d'engrenages qui va, selon le diamètre des pignons et des roues dentées, permettre d'avoir des rapports de réduction différents. Alors celui-ci, par exemple, on a un moteur qui va tourner à 1400 tours, et puis peut-être qu'ici, en sortie d'arbre, nous aurons 15 tours par minute. Bon, l'inconvénient, c'est que la vitesse reste fixe. C'est-à-dire que si on a choisi un moteur réducteur avec un rapport de réduction de 10, eh bien, je vais tourner à 140 tours minute. Et je ne pourrais pas faire varier cette vitesse facilement. Alors il existait dans le temps des systèmes de variation à courroie, des systèmes mécaniques, mais ils ont peu à peu été remplacés par une autre solution qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le variateur de vitesse. Alors d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi le moteur tourne à 1400 tours minute, ou 3000 ou 2800. Eh bien c'est lié à sa construction interne. Si l'on regarde les bobinages à l'intérieur d'un moteur électrique asynchrone, eh bien on observe qu'il y a 3 bobinages. Chacun de ces bobinages est relié à une phase, c'est-à-dire un fil appartenant au courant triphasé fourni par EDF. Donc EDF fabrique un courant alternatif triphasé, et donc si l'on observe le courant qui passe sur la première phase, par exemple, on va dire que c'est la rouge, eh bien on observera un courant alternatif avec une fréquence de 50 Hz. Si on observe maintenant le courant qui passe sur la deuxième phase, on s'aperçoit qu'il est totalement identique. La seule différence, c'est qu'il n'arrive pas au même moment, il est déphasé de 120 degrés. Et puis la troisième phase, on observe que ce courant est aussi déphasé. Alors on va voir pourquoi le simple fait que ce courant soit déphasé va pouvoir entraîner le rotor qui est à l'intérieur du moteur. Alors voilà, si on démonte un moteur, on aperçoit en fait que le déphasage de ces courants va engendrer un champ magnétique tournant. Alors comment? Eh bien, il faut savoir d'abord que si on enroule un fil électrique en bobine et qu'on fait passer du courant à l'intérieur, cela va créer un champ magnétique qui lui-même va attirer donc une boussole par exemple. Le champ magnétique qui est créé est proportionnel à la quantité de courant qui circule dans les fils. C'est-à-dire que si je fais circuler plus de courant, mon champ magnétique est représenté ici sous la forme d'un vecteur, une flèche bleue, eh bien, va varier en fonction du courant. Il est proportionnel. Si je mets peu de courant, eh bien, j'aurai un champ magnétique faible. Si je mets beaucoup de courant, j'aurai un champ magnétique important. Et la boussole sera d'autant plus attirée. Maintenant, si j'alimente cette bobine avec un courant sinusoïdal fourni par EDF, qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer un champ magnétique qui change de sens et qui change d'intensité lui aussi. Regardez la flèche, ce qu'elle fait. Facile à comprendre. Maintenant, si je prends deux bobines alimentées par des fils électriques, eh bien, je vais créer deux champs magnétiques, un vert et un rouge, qui vont se combiner pour former un champ magnétique résultant, le champ magnétique noir.
Alors pour le calculer, ben, c'est très simple. Vous voyez que géométriquement, on va additionner ces deux vecteurs. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que des vecteurs, bien, je vous encourage à vous plonger dans ce délice mathématique que sont ces espaces vectoriels. Et vous apprendrez à les additionner. Vous voyez qu'en fait, pour additionner deux vecteurs, c'est assez simple. On trace cette figure et puis on obtient la résultante noire ici. Donc maintenant, on va utiliser cette propriété parce que en mettant trois bobines alimentées par chacune des phases du réseau EDF, qu'est-ce qu'on va observer? Donc trois champs magnétiques déphasés. Et si on calcule leur somme à chaque instant, eh bien on obtient un vecteur résultant noir dont on s'aperçoit qu'il tourne. Quelle merveille! Comment va-t-on utiliser cette propriété? Je vous le donne en mille. Pour fabriquer un moteur, eh bien c'est très simple. Je vais par exemple mettre un aimant comme rotor. Et au bout d'un certain temps, très court, hein, quelques millisecondes, le champ magnétique, enfin je veux dire l'aimant va plutôt accrocher le champ magnétique tournant et va le suivre exactement. Alors ça c'est le principe de fonctionnement des moteurs synchrones. Ce sont des moteurs qui ressemblent en tout point aux moteurs asynchrones, sauf qu'à l'intérieur le rotor est constitué d'un aimant. C'est plus cher à fabriquer puisque généralement les aimants sont en terre rare et que comme leur nom l'indique, les terres rares sont des terres chères. Donc le moteur asynchrone lui est un peu différent puisque on se contente de placer un disque conducteur voilà, au centre, en ferraille en fait, hein, qui va lui quand même être entraîné en raison des champs électriques induits à l'intérieur. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il va être entraîné par le champ tournant. Par contre, il n'est pas obligé de suivre exactement le champ magnétique, et donc sa vitesse sera un peu inférieure au champ magnétique tournant. Alors, quelle est la vitesse du champ magnétique tournant? Eh bien, on a vu que le courant EDF était un courant fabriqué par EDF à la fréquence de 50 Hz. Et donc, par conséquent, le champ magnétique de la bobine bleue va changer de sens 50 fois par seconde. Et si on observe le champ magnétique tournant, on va se rendre compte que le vecteur noir là, il fait 50 tours par seconde, normal, le courant est de 50 Hz. Les 50 tours par seconde, ça fait combien à la minute de tours à la minute? Eh bien, ça fait 50 fois 60, puisqu'il y a 60 secondes dans une minute, j'obtiens 3000 tours minute. Ce chiffre devrait vous dire quelque chose. Puisque nous avons sur le moteur asynchrone, là ici, nous avons 2800 tours minute. Alors pourquoi sur ce moteur asynchrone on n'a pas 3000 tours minute? Bien parce que comme on vient de le voir, ici, non pas ici, ici plutôt, eh bien le rotor n'est pas obligé de suivre. Il y a une différence de vitesse entre le champ magnétique tournant et le rotor. On dit qu'il y a un glissement entre le champ tournant et le rotor. Hein. Donc il y a un glissement qu'on peut calculer. Et là, en l'occurrence, eh bien, le moteur qu'on a vu précédemment tourne à 2800 et non pas 3000. Si maintenant je multiplie par 2 le nombre de bobines, par exemple je mets 2 bobines bleues, 2 bobines rouges, 2 bobines vertes. Par exemple je mets une rouge ici, une bleue ici, une verte ici, une rouge ici, une bleue ici, une verte ici. Je fais donc 2 paires de pôles. Eh bien mon champ magnétique tournant va tourner 2 fois moins vite parce qu'il va mettre 2 fois plus de temps à suivre les bobines, le champ magnétique tournant formé par les bobines. Il va donc tourner à 25 tours à la minute. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces moteurs-là, on va obtenir des moteurs asynchrones, donc qui vont tourner à 1400 tours minute. C'est parce que, tout simplement, les bobinages à l'intérieur sont doublés. Voilà. Maintenant, si je veux faire tourner mon moteur à une vitesse quelconque, eh bien, la solution paraît évidente. Il suffit tout simplement de fournir à ces bobines un courant qui n'est pas à la fréquence de 50 Hz fixe. Et si par exemple on veut le faire tourner 2 fois moins vite, il serait intéressant par exemple de pouvoir créer un courant de 25 Hz. Et si on veut faire tourner le moteur 2 fois plus vite, faire un courant de 100 Hz. Et etc. Ainsi que toutes les valeurs qu'on peut imaginer entre 0 et 100 Hz par exemple. Et bien pour cela on va utiliser un variateur de vitesse. Voilà. Variateur de vitesse. Eh bien, je n'ai pas d'image de variateur de vitesse. Si, en voilà un de variateur de vitesse. Donc, ce sont des variateurs de vitesse, des dispositifs électriques qui vont créer un courant alternatif à la fréquence désirée. On pourra même en tournant cette molette, par exemple,
faire varier la vitesse du moteur. Voici par exemple un moteur asynchrone qui a été branché un peu à l'arrache, il faut bien le dire, avec un variateur de vitesse. Donc les variateurs de vitesse, on va les retrouver voilà, ici dans les armoires électriques, on va pouvoir les paramétrer. On verra ça dans une deuxième partie. Comment câbler un variateur de vitesse, comment le paramétrer, ce sera l'objet d'une deuxième ou d'une troisième partie. Merci de votre attention.